dans cette édition spéciale du 13h, nous sommes au lendemain du second tour. À la une, ce lundi, Emmanuel Macron et François Hollande côte à côte. Le nouveau président élu comme adoubé par le chef de l'État a participé aux cérémonies du 8 mai. Pour lui, journée de travail chargée. Il doit composer son gouvernement. Beaucoup de réunions, de consultations, nous dira Jeff Wittenberg. Emmanuel Macron, le plus jeune président de la Ve République et même de l'histoire. À 39 ans, il accède au pouvoir. Des images fortes. Hier soir, une foule en liesse pour l'acclamer. Pour lui, ancien banquier d'affaires, c'est un pari gagné. Nathalie Saint-Cric et Brice Teinturier seront avec nous. Quelles seront ses premières mesures, ses priorités pour les 100 prochains jours? Avec qui va-t-il gouverner? Nous poserons la question à Christophe Castaner, le porte-parole de son mouvement En Marche et potentiel futur ministre. Marine Le Pen, de son côté, tire les leçons de sa défaite. Une nouvelle fois, le FN ne passe pas la barre du second tour. La candidate annonce une refondation profonde de son parti et se pose en leader de l'opposition. Nous en parlerons avec Laurent Philippot, le vice-président du Front National. Et c'est donc avec ces images de la matinée que nous ouvrons ce journal. Une accolade marquée. Emmanuel Macron a participé avec François Hollande aux cérémonies de commémoration du 8 mai sur les Champs-Élysées. Un moment fort, c'est sa première sortie officielle en tant que nouveau président élu de la République française. Le récit de cette matinée forcément particulière avec Guillaume Daré, Pascal Caron et Jean-Marie Lecartier. Une cérémonie aux airs de passation de pouvoir avant l'heure. Quelques instants après son arrivée, François Hollande, petit sourire aux lèvres, se dirige vers Emmanuel Macron. Bravo. Il ne semble pas bouder son plaisir de voir celui qui fut son conseiller, puis son ministre, lui succéder. C'est évidemment l'image du jour. Côte à côte, il semble lui indiquer le chemin. Les deux hommes déposent une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu, puis ravivent ensemble cette flamme dans un geste plein de solennité. Après la Marseillaise, vient le chant des partisans. Emmanuel Macron, les yeux fermés, comme pénétré par sa nouvelle fonction. Il y a le protocole et puis tous ces petits gestes entre les deux hommes. Ils signent ensemble le livre d'or, puis saluent les anciens combattants. À plusieurs reprises, François Hollande prend son successeur par le bras. Il multiplie les gestes de bienveillance, lui présentant ainsi le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. François Hollande, visiblement ému ce matin. Je voulais que Emmanuel Macron puisse être là, avec moi, à côté de moi, pour qu'une forme de flambeau puisse lui être passé. Que ressentez-vous à la veille de quitter le pouvoir? De l'émotion, là, aujourd'hui. Comment ne pas en avoir? Comment ne pas avoir aussi le souvenir de ce qu'était ici ma place il y a 5 ans? Et puis j'avais beaucoup d'émotions aussi, disons-le très franchement, très sincèrement, de donner à Emmanuel Macron la marche à suivre. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. Et autour de cette place de l'Étoile, il n'y avait pas 2, mais 3 présidents. Nicolas Sarkozy, convié lui aussi pour cette cérémonie du 8 mai. D'abord à féliciter le président Macron pour cette belle élection et à souhaiter du fond du cœur le meilleur pour la France, pour notre pays. Quand on aime son pays, on ne peut que souhaiter le meilleur pour lui. Et je sais d'expérience que maintenant le difficile commence. Merci beaucoup. Et à quelques mètres de là, sur les Champs-Élysées, plusieurs milliers de Français sont massés derrière les barrières. Je viens surtout pour soutenir notre nouveau président et puis l'ancien parce que je trouve qu'il le mérite aussi. C'est un très beau symbole d'incarnation, un peu comme sous l'Ancien Régime, le roi est mort, vive le roi. Ici on est en République et quelque part il y a cette incarnation qui s'opère
Ça représente beaucoup d'émotions et puis voilà, un au revoir et un bonjour. Ultime geste d'affection quand François Hollande raccompagne Emmanuel Macron à sa voiture. La passation de pouvoir officielle entre les deux hommes aura lieu dimanche prochain. Et on retrouve Jeff Wittenberg devant le QG d'Emmanuel Macron à Paris. C'est maintenant que le plus dur commence pour Emmanuel Macron. Il a une journée de travail très chargée. Quel est son programme ? Bonjour Marie-Sophie. Écoutez, d'abord, premier changement depuis que Emmanuel Macron est président de la République. Vous le voyez, ce quartier général dans la rue de l'Abbé Groux, eh bien la rue, elle est barrée. On ne peut plus circuler. Emmanuel Macron ici vers midi et son programme, il est simple, il est entièrement... Nous avons un petit problème de son avec Jeff Wittenberg. On va regarder les résultats officiels de cette élection présidentielle. Emmanuel Macron l'emporte avec 66,1% des suffrages. Marine Le Pen est à 33,9%. Hier soir, le candidat En Marche a enfilé le costume de président. Oubliez l'euphorie au soir du premier tour, le ton était grave. Posée, la mise en scène soignée, pleine de signes et de symboles, avec non pas un, mais deux discours, Astrid Mesmorian, Stéphane Guillemot et Patrick Desmoulies. C'est la mise en scène d'une victoire, au rythme de l'hymne à la joie, l'hymne européen. Emmanuel Macron marche seul, sans ciller. Le décor est pharaonique. La posture rappelle François Mitterrand au Panthéon. Mitterrand qui avait fait construire la pyramide du Louvre. La scénographie est géométrique. Hier soir, Emmanuel Macron élu président est presque auréolé de cette pyramide. Un peu plus tôt dans la soirée, c'était la délivrance des résultats au quartier général, puis la première prise de parole. C'est un grand honneur et c'est une grande responsabilité. Car rien n'était écrit. Je veux vous dire merci. Merci du fond du cœur. Ce premier discours se voulait être une projection dans la fonction présidentielle. Communes et nos espoirs. Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Ensuite, il y eut la première traversée de Paris en convoi présidentiel. Et un autre discours au Louvre, où l'attendaient 20 000 personnes. Tout le monde nous disait que c'était impossible. Mais ils ne connaissaient pas la France. Je vous servirai avec humilité, avec force. Je vous servirai au nom de notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je vous servirai avec amour, conclut-il, mais la tâche est immense, concède Emmanuel Macron. Pas de quoi l'empêcher cependant de célébrer sa victoire en couple et en famille. Et vous l'avez vu sur les images, des milliers de personnes ont acclamé Emmanuel Macron hier soir devant la pyramide du Louvre. Ils étaient entre 20 000 et 40 000. On a vu des drapeaux, des jeunes, des familles venues se réjouir du résultat. Anaïs Barr et Claire-Marie Denis étaient au milieu de ses supporters. Quelques secondes d'appréhension. 5, 4, 3, 2, 1. Juste le temps d'apercevoir les résultats. Favori remporte l'élection avec une bonne longueur d'avance. S'étant battu, en étant allé voir les gens lors du porte-à-porte, on a tant donné pour essayer de les convaincre. Avec un T-score, c'est passé à l'extrême droite, mais au moins ça paye. On a beaucoup donné et c'est un soulagement, c'est un bonheur quoi. Je me sens flottée là, c'est incroyable, elle n'est pas passée, c'est le plus important. Comme dit le proverbe, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Il est jeune et il va redresser la France. Vive Macron!
Pour les sympathisants, la fête peut commencer. Beaucoup font leur premier pas en politique. C'est la première fois que je participe à une élection comme ça où je me déplace et il y a une vraie ferveur. C'est la première fois. Important, hein. Je pense que c'est un moment d'histoire, ils ont raison. Chapeau pour ce qu'il a fait. Hein. Quand on est entrepreneur, voir quelqu'un réussir comme ça et berner tout le monde. 2h30 d'attente. Dans une ambiance de boîte de nuit. Jusqu'à l'arrivée de leur président. Et là, le profil de M. Mitterrand. On sent qu'il a pris déjà, je trouve, le costume du président. Je trouve que l'arrivée, là, même avec la mise en scène, c'était sympa aussi. Moi, il faut un peu de décorum, mais je pense que, ouais, il assurera vraiment pour l'avenir. Législative, composition d'un gouvernement, ils sont persuadés qu'il réussira ses défis. Très fort, ouais. C'est aussi pour ça que je suis autant émue, parce que c'est un super bon projet de départ. On a eu assez de monde pour l'élire, on aura assez de monde pour le gouvernement. Les plus convaincus ont dansé place Napoléon jusqu'à 1h du matin. Voilà la liesse au Louvre et des rassemblements aussi un peu partout en région devant les différentes permanences d'Emmanuel Macron, comme sur ces images à Lyon où des centaines de personnes ont ressenti le besoin de se retrouver dans cette ville. Il a remporté plus de 84% des suffrages. Emmanuel Macron, que le grand public ne connaissait pas il y a encore 3 ans, sans parti, sans mandat, c'est la première fois qu'il se présentait à une élection. Son portrait, avec en creux le scénario d'une ascension fulgurante, c'est avec Jeff Wittenberg. Allez. À la manière d'un empereur romain l'été dernier, invité par Philippe de Villiers au Puy du Fou, Emmanuel Macron se prêtait volontiers au jeu. Peut-être se voyait-il déjà tenir les rênes de la France 9 mois plus tard. Ouais. Bonjour madame. Symboliquement encore, il y a 1 an jour pour jour, il célébrait Jeanne d'Arc à Orléans, mais dans son discours on pouvait se demander s'il ne parlait pas de lui-même. Elle a su rassembler la France pour la défendre, dans un mouvement que rien n'imposait, comme une flèche. Sa trajectoire est nette. C'est donc l'histoire du plus jeune président de la République, qui semble n'avoir jamais douté de son destin. Pas si sûr, affirme-t-il. Je ne suis pas d'une famille d'énarques, de hauts fonctionnaires. J'ai grandi en province et je n'ai jamais pensé, quand j'avais 13 ans, même 15 ans, même passer l'ENA. À Amiens, où il est né le 21 décembre 1977, au lycée privé La Providence, un établissement fondé par des jésuites, certains profs ne l'ont pas oublié. Je savais que c'était quelqu'un qui pourrait monter haut, quoi. Voilà. Mais penser à ce qu'il soit président un jour, évidemment, ça c'est plus difficile à imaginer. Le bac mention très bien, un DEA de philosophie, Sciences Po, l'ENA. Le brillant élève laisse souvent la même impression à ceux qui le croisent. Au fond de lui, il ne lâchait rien sur son ambition, sur son envie de faire de grandes choses. Il arrivait complètement à ce que ce ne soit pas perçu de manière trop compétitive. C'est dans ces années-là qu'Emmanuel Macron s'engage en politique à gauche et pour l'autorité. En 2002, il vote chevènement. Plus tard, il adhérera au PS. J'ai toujours connu de gauche même socialiste. De gauche, Emmanuel Macron, là encore, il faut nuancer. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Moi, je suis de gauche, c'est mon histoire. Mais la gauche, aujourd'hui, ne me satisfait pas. Côté carrière, lui qui était inspecteur des finances change d'horizon. À 31 ans, le voilà banquier d'affaires recommandé par un certain Alain Minc. Je lui ai dit qu'on ne peut pas faire de politique désormais, à moins d'être un ascète absolu, sans avoir une indépendance matérielle. Banquier chez Rothschild, Emmanuel Macron n'a jamais apprécié qu'on le réduise à ce passé. Mon passé n'a pas à être commenté, parce qu'il est d'ailleurs pluriel. Pluriel en effet, puisque le virus de la politique ne l'a pas quitté. Sans avoir à gravir les échelons classiques des partis et des mandats électoraux, il arpente bien vite les allées du pouvoir. Jean-Pierre Jouyet et Jacques Attali dans le rôle des entremetteurs, Emmanuel Macron va se mettre au service de François Hollande. De sa campagne d'abord, puis de sa présidence dès 2012. La politique économique, ça ne s'arrête pas à striptease, tu vois, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière.
Secrétaire général adjoint de l'Élysée, un poste stratégique, mais un poste insuffisant au regard des ambitions d'Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de... Jean-Pierre Jouyet ne peut cacher sa satisfaction. L'arrivée de son protégé à Bercy, c'est la ligne sociale-libérale, la leur, qui est en train de s'imposer. Jugez-moi sur les actes et sur les paroles. Et on a pu juger. 35 heures, statut des fonctionnaires, Emmanuel Macron bouscule les fondamentaux du PS et les habitudes du pays. Par exemple, sur l'ouverture des magasins le dimanche. Le style Macron, c'est parfois aussi des maladresses. Les salariés de l'entreprise GAD ne l'ont pas oublié. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. On découvre aussi qu'il sait reconnaître ses erreurs. Si j'ai blessé, et parce que j'ai blessé des salariés. Au gouvernement, Emmanuel Macron revendique sa liberté. Avec Manuel Valls, ça ne passe pas. Que de chemin parcouru depuis cette scène dans laquelle le Premier ministre d'alors gronde tel un garnement, celui qui est aujourd'hui devenu président de la République. Avec François Hollande aussi, qui pense encore à l'époque se représenter, la séparation est devenue inévitable. Surtout depuis qu'Emmanuel Macron a lancé sa fusée présidentielle. Et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. En Marche. Un mouvement lancé à partir de rien il y a à peine 13 mois, En Marche. Et le voilà, ou plutôt les voilà, propulsés vers l'Élysée, car Emmanuel Macron assume la politique en couple et en une des magazines. Brigitte Macron, son ancienne professeure de lettres omniprésente dans la campagne, des télésièges aux estrades. Dans quelques jours, elle sera donc la première dame. En 1974, un président de 48 ans, Valéry Giscard d'Estaing, s'installait à l'Élysée. Il était jusque-là le plus jeune. En 2017, les Français ont élu un président de 39 ans et ont donc écrit une page d'histoire. Et l'image qui restera de cette élection, c'est celle-ci, très solennelle. Emmanuel Macron qui marche seul pendant de longues minutes vers la foule qui l'attend sur l'esplanade du Louvre. Image qui rappelle celle de François Mitterrand en 1981 au Panthéon le jour de son investiture. En fond, pour les deux, la même musique, l'Ode à la joie, l'hymne européen. Nathalie Saint-Cric, Emmanuel Macron a envoyé des messages forts hier soir. La France se réveille avec un président jeune, trentenaire, c'est inédit. Va-t-il bénéficier d'un état de grâce? Écoutez, vous savez, Marie-Sophie, l'état de grâce est une donnée de plus en plus fugitive par les temps qui courent. Quelques semaines pour Nicolas Sarkozy, un petit peu moins pour François Hollande, mais il faut dire qu'ils étaient largement de leur faute. Concernant Emmanuel Macron, lui, écoutez, il est bien conscient qu'il marche sur un fil. Il est certes confortablement élu, mais avec l'impression d'un pays coupé en deux. Il y a ceux d'En Marche d'un côté, et puis il y a les autres, les mélenchonistes, les électeurs du Front National, les abstentionnistes ou ceux encore qui ont voté blanc. Et alors chez Emmanuel Macron, on est pleinement conscient de la nécessité de les rassurer, de leur parler pour qu'ils ne se sentent pas exclus. Donc certes, il est jeune, certes, il est heureux, mais aucun triomphalisme, beaucoup de sobriété et pas question de donner l'impression d'un jeune homme à qui tout réussit. Il faut plutôt jouer sur la gravité du moment. Bon, restez avec nous, évidemment, Nathalie. Je reviendrai vers vous un peu plus tard. Voilà pour le vainqueur et le nouveau président élu, Emmanuel Macron. Donc, on en vient à son adversaire, Marine Le Pen. Elle a perdu hier, mais avec un score historique. Plus de 10,5 millions de voix. C'est un record pour le FN. Immédiatement, elle a annoncé une refondation profonde de son parti. Justine Veil, Olivier Gardette avec notre bureau à Strasbourg. Jusqu'à 20h, il voulait encore y croire. Ces militants du Front National à Strasbourg guettent les résultats avec anxiété. Le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron. La déception est immense. On l'espérait quand même, on va y aller quand même. Je suis déçu, je pensais qu'on ferait plus. Au QG parisien du FN, même cri de colère lorsque le visage du vainqueur apparaît. Mais face aux caméras, plus nombreuses que les militants, pas question de parler de défaite. Vu le tir de barrage dont on a eu en face de nous, on s'en est bien tiré. On a fait un score historique, 11 millions d'électeurs, c'est énorme. Donc oui, c'est une victoire et il faut la célébrer, il faut trinquer à ça. Et à la tribune, Marine Le Pen laisse entrevoir un nouvel objectif, élargir les rangs du Front National. J'appelle tous les patriotes à nous rejoindre afin de participer au combat politique décisif qui commence dès ce soir. Plus que jamais dans les mois qui viennent, la France aura besoin de vous. Vive la République, vive la France. Une volonté d'ouverture qui séduit les militants.
Mais sur une refonte du parti et un possible changement de nom, les avis divergent. Ça enlèvera peut-être des anciennes diableries qui sont depuis des années. C'est une donnée stable, le nom du Front National. Pourquoi changer de nom? Jean-Marie Le Pen, lui, y est opposé. Ce sont les fondamentaux du Front National qui ont permis à ce mouvement d'être le seul qui a été créé au XXe siècle et qui s'est perpétué, aucun autre. Malgré la défaite, Marine Le Pen a esquissé quelques pas de danse avec ses militants. Des images uniquement filmées par les caméras du Front National. Et pour Marine Le Pen ce matin, pas de cérémonie du 8 mai. Jean-Baptiste Marteau, la candidate s'est déjà remise au travail en vue des prochaines législatives pour le Front National. Pas question de ressasser la défaite. Oui, Marie-Sophie, passé le choc de découvrir des résultats bien en deçà des espérances, eh bien les proches de Marine Le Pen n'avaient qu'un mot à la bouche, recomposition, car la candidate en a fait le constat. Le Front National actuel est un obstacle à la conquête du pouvoir. Il faut donc aller beaucoup plus loin, au-delà, faire des alliances, ouvrir le parti. Ça va passer des législatives par un accord et par des candidats qui pourraient être candidats sous l'étiquette Alliance patriote et républicaine avant la création d'un nouveau parti dans quelques mois, d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2018. Pour Marine Le Pen, c'est l'occasion de reprendre la main face aux critiques qui se font déjà entendre sur sa ligne politique, notamment dans la bouche de Marion Maréchal-Le Pen sur notre antenne hier soir. Alors Marine Le Pen, elle va diriger la campagne des législatives au niveau national, mais elle me confiait tard hier soir qu'elle n'était pas encore certaine d'être elle-même candidate à Hénin-Beaumont. Merci Jean-Baptiste Marteau. Devant le QG donc de Marine Le Pen, sachez aussi que la soirée d'hier a été marquée par quelques incidents, moins qu'au premier tour, c'est vrai, mais des manifestations tout de même à Paris, Nantes, Strasbourg, Lyon ou encore Montpellier, des manifestations dites anticapitalistes. À Paris, sur ces images, dans le quartier de Ménilmontant, près de 300 personnes, pour la plupart vêtues de noir et cagoulées, ont jeté des projectiles sur les policiers. Il y a eu 141 interpellations. La passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu dimanche prochain. Le 14 mai, justement, prenons la direction de l'Elysée où nous attend Maryse Burgot. Maryse, vous avez rencontré le chef de l'État encore pour quelques jours. C'était il y a quelques minutes lors de la cérémonie du 8 mai. Dans quel état d'esprit l'avez-vous trouvé ? Ce qui m'a frappé, Marie-Sophie, c'est que quand j'ai parlé avec le chef de l'État, eh bien, il avait l'air heureux pour la France, mais aussi heureux pour Emmanuel Macron. Alors, on peut penser que c'est une posture, que c'est de la communication politique. On peut aussi penser qu'il est sincère, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron, c'est tout de même un peu son héritier. D'ailleurs, en réponse à une de mes questions, il m'a dit, Emmanuel Macron, il s'est émancipé, mais il n'a pas trahi. La passation de pouvoir promet donc d'être plutôt chaleureuse. Ce sera donc dimanche dans la matinée ici au Palais. Les services de l'Elysée sont d'ailleurs déjà bien sûr en train de travailler avec ceux d'Emmanuel Macron pour préparer cette cérémonie très codée. Plusieurs centaines de personnes seront invitées. La dernière fois, 500 personnes étaient présentes. C'était il y a 5 ans. Merci Maryse Burgot. Et après cette passation de pouvoir, quelle politique mènera Emmanuel Macron? Quelles seront ses premières mesures? On sait qu'il veut aller vite, légiférer par ordonnance sur certains sujets, notamment sur le code du travail. Les priorités d'Emmanuel Macron pour ces 100 prochains jours avec Christelle Méral. Emmanuel Macron, un président qui veut réformer rapidement. Alors quels seront ses 100 premiers jours? Premier chantier, la moralisation de la vie politique. Tous nos élus devront se soumettre à des règles nouvelles. Sa promesse, un projet de loi présenté avant les législatives. Pour les ministres et parlementaires, interdiction d'embaucher des proches de la famille, interdiction d'exercer une activité de conseil. Deuxième dossier, la réforme du droit du travail. Le chef de l'État veut réviser le Code du travail en allant plus loin que la loi El Khomri, avec le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Autre mesure, des négociations dans les entreprises et pas dans les branches pour le temps de travail et les salaires. Pour réformer, il entend légiférer rapidement par ordonnance avec l'autorisation du Parlement. Un dossier à haut risque sur le front social. Autre chantier prioritaire, simplifier la vie des PME. Au programme, un allègement des normes, par exemple dans le secteur de la construction. Et création d'un droit à l'erreur dès cet été. Exemple, une petite faute dans les déclarations URSSAF ne sera pas sanctionnée.
Là encore, recours aux ordonnances pour aller vite. Enfin, Emmanuel Macron veut réorienter, refonder l'Europe. Moi, je souhaite d'abord qu'on accélère dans la zone euro. Son début de quinquennat sera marqué d'une empreinte européenne. Visite au chef d'État voisin, à commencer par Angela Merkel. Avec, dès que possible, la création d'un budget de la zone euro pour réaliser de grands investissements. 4 vastes chantiers, les 100 premiers jours s'annoncent très chargés. Et il reste maintenant à savoir aussi avec qui Emmanuel Macron va gouverner. Qui sera son Premier ministre? Pour son gouvernement, il dit vouloir s'entourer d'hommes de gauche et de droite. Alors voyons déjà qui gravite dans son entourage. Qui sont ces hommes et ces femmes de confiance? Thierry Curtet. Parmi les atouts d'Emmanuel Macron, des têtes connues et quelques jokers. Lui est un historique. Richard Ferrand, 55 ans, député socialiste, ancien journaliste, directeur général de Mutuelle. Nous sommes, vous êtes la France en marche. Il est le premier parlementaire à y avoir cru. Un temps proche d'Henri Emmanuelli, sensible plus tard aux thèses d'Arnaud Montebourg. La rencontre avec Emmanuel Macron date de 2014. Le député défend alors la loi Macron à l'Assemblée. Immédiatement, le courant passe entre les deux hommes. Il s'engage et devient le secrétaire général de En Marche. Nous avons un projet solide et nous avons un candidat qui, lui, offre des garanties d'efficacité et de moralité. Là est l'enjeu. Ah bah, vous voyez pourquoi. Cette ancienneté lui procure une place à part dans la galaxie du nouveau président. Eux sont nés presque le même jour. Benjamin Griveaux, 39 ans, porte-parole de En Marche, proche des idées de Dominique Strauss-Kahn et Michel Rocard. Représenter le candidat devant les médias, une mission de confiance qu'il a remplie durant toute la campagne. C'est l'une des figures du renouveau que porte Emmanuel Macron. Benjamin Griveaux fut vice-président du conseil départemental de Saône-et-Loire. Je pense que ma génération est très attachée à l'idée de passer un contrat avec les électeurs. Sylvie Goulard, 53 ans, députée européenne, elle vient du MoDem. Donc pour moi, l'Europe parfaite, c'est l'Europe qui ne cesse de continuer à évoluer. C'est une européenne convaincue. Elle a rallié très tôt Emmanuel Macron, bien avant François Bayrou, avec qui elle a longtemps fait campagne. C'est elle qui a organisé l'entrevue entre son candidat et Angela Merkel. Si elle est peu connue du grand public, c'est plutôt un atout dans l'optique du renouvellement. Gérard Collomb, 70 ans, sénateur-maire de Lyon, social-démocrate assumé. Alors on va plutôt se mettre un peu sur la gauche. Il a pris la ville de Lyon à la droite et l'a gardée parce qu'il en a fait très tôt un laboratoire où travaillent ensemble la ville et les entreprises. Du macronisme avant l'heure, disent certains. C'est pas du tout une femme politique que vous avez devant vous. Axel Tessandier, 36 ans, communicante, blogueuse, sans engagement politique précédent. Moi, je suis une citoyenne. C'est l'un des symboles du renouvellement que propose Emmanuel Macron. Elle est repérée au cours d'un débat militant par les équipes de En Marche. Depuis, la jeune femme met ses talents de communicante au service du candidat. Elle a mis entre parenthèses la société Internet qu'elle avait montée. Nous sommes rassemblés parce que nous croyons. François Bayrou, 66 ans, c'est le fondateur du MoDem. Il a été 3 fois candidat à la présidentielle. Que vous serez le président de la République du renouveau de la France et de l'Europe. Il a vu en Emmanuel Macron son digne héritier. Avec son appui, il a changé de stature. Salut Michel, t'es en forme? Il fut le premier des ministres socialistes à dire du bien d'Emmanuel Macron. Il représente le rassemblement, la responsabilité, la confiance, l'optimisme, la détermination. Jean-Yves Le Drian, 70 ans, ministre de la Défense, proche de François Hollande. C'est un élu expérimenté et c'est Emmanuel Macron qui très tôt l'a sollicité. Un ministre respecté à gauche comme à droite, on dit même qu'il pourrait rester au gouvernement. Nul doute que la galaxie du nouveau président va s'étoffer dans les prochains jours avec des noms connus et d'autres pas encore. Et dans cette liste, peut-être le futur Premier ministre ou peut-être pas. Javi Timber, on vous retrouve au QG d'Emmanuel Macron. On ne sait toujours pas qui va choisir le nouveau président élu. Effectivement, Marie-Sophie, mais lui, Emmanuel Macron, il le sait. C'est en tout cas ce qu'il avait dit la semaine dernière avant son élection, tout en précisant que l'heureux élu ne le savait pas, n'était pas encore au courant. Vous voyez que
Emmanuel Macron ménage un certain suspense. Alors ce Premier ministre, ce pourrait être, pourquoi pas, parmi les noms que l'on a cités, Richard Ferrand ou Sylvie Goulard. On parle aussi de François Bayrou, Jean-Yves Le Drian, mais cela n'incarnerait pas le renouvellement. On parle aussi de personnalités de droite comme le maire du Havre, Édouard Philippe, mais ce ne sera peut-être aucun de ces noms-là, puisqu'on l'a vu, Emmanuel Macron sait aussi ménager ses effets et réserver des surprises. Hier, par exemple, la cérémonie du Louvre, eh bien, personne ne l'avait annoncé à l'avance. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il travaille ici à son QG du 15e arrondissement. Cet après-midi, c'est formel, mais c'est important, il va présenter sa démission de président de Mouvement En Marche qu'il avait fondé. Un conseil d'administration va se réunir à cet effet du Mouvement En Marche. Et puis ensuite, on reverra Emmanuel Macron au moins une fois cette semaine. Ce sera le 10 mai, le mercredi 10 mai, encore une fois avec François Hollande pour la célébration de l'abolition de l'esclavage. Merci beaucoup, Jeff Wittenberg, pour toutes ces précisions. En tout cas, la victoire d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est aussi celle d'un couple. On a beaucoup vu Brigitte Macron dans la campagne, en première ligne aux côtés de son mari. Il souhaite d'ailleurs clarifier pour elle la position de première dame, lui donner un statut officiel. Le couple a souvent fait la une des magazines. Alors, qui est-elle? On voit cela avec Hélène Hugues. Brigitte Macron, presque aussi populaire que son mari, est désormais première dame. Toujours à ses côtés, sur scène et dans la vie, au soir du premier tour, il la fait déjà applaudir et lui rend cet hommage. À toute ma famille et à Brigitte, toujours présente et encore davantage, sans laquelle je ne serais pas moi. Le public la découvre en 2015, dîner d'État à l'Élysée, et déjà le couple Macron intrigue. Glamour et hors norme, elle a aujourd'hui 64 ans, lui 39. Leur histoire débute en 1992 au lycée privé de la Providence à Amiens. Elle est professeure de français, bluffée par l'intelligence de ce jeune élève de première qui participe à ses cours de théâtre. Héritière d'un grand chocolatier d'Amiens, mariée, 3 enfants, Brigitte Trogneux brave tous les interdits. Elle divorce et l'épouse en 2006. Aujourd'hui encore, elle n'a qu'un mot d'ordre. Croyez à vos rêves et vous allez voir, ils vont se réaliser. Et c'est un rêve, Emmanuel. Un rêve éveillé. Omniprésente pendant la campagne, prévenante. J'ai apporté une écharpe aussi pour Emmanuel. Si tu vas très nature. On va faire le bras télescopique et on revient. Vas-y, mon cœur. Elle le précède, le conseille, l'influence même selon ses proches. Certains lui reprochent d'en faire parfois un peu trop, de trop mettre en scène leur amour. À ses côtés, chaque jour en tout cas, pour l'ascension vers le pouvoir. C'est ma première campagne politique et je trouve ça très éprouvant d'être à côté. Brigitte et Emmanuel Macron, c'est aussi l'histoire d'une grande famille recomposée, avec enfants et petits-enfants. Un nouveau chapitre va s'écrire à l'Élysée. On va maintenant décrypter plus dans le détail les résultats de ce second tour et en tirer des enseignements. Regardez cette carte de France. Emmanuel Macron, en gris, arrive en tête dans tous les départements, tous sauf 2 pour Marine Le Pen, l'Aisne et le Pas-de-Calais. Dans certaines communes, le vote pro-Macron a été très massif, plus de 88% à Rennes, où se sont rendus ce matin Thomas Paga et Gabriel Camila. Son visage s'affiche en pleine page, à la une des quotidiens bretons. À Rennes en particulier, le score d'Emmanuel Macron est sans appel. 88%, c'est assez remarquable quand même. C'est un beau score, oui. Les Bretons, c'est des gens qui réfléchissent. Alors on va s'envoyer des fleurs, mais aussi des gens qui n'aiment pas les extrêmes, ça ne me surprend pas. Mais tous ne partagent pas cet enthousiasme. Ici, le choix d'Emmanuel Macron s'est aussi fait par élimination, contre le Front National. Tout le monde ne voulait pas forcément que Marine passe, donc on a voté contre Marine pour Macron, mais bon après, on va bien voir ce qu'il a à nous faire. Non, pas d'adhésion pour lui, plus une réaction contre le parti de Madame Le Pen, je pense. Après, je pense que c'est pour ça que ça va être un peu dur pour lui, je pense. Il va avoir du mal.
Mais l'hostilité rennaise au Front National n'a pas empêché plus d'un quart des électeurs de s'abstenir, par opposition au candidat d'En Marche. Il est l'incarnation du technocrate libéral, mais qui était déjà intégré dans le système, et voir des gens dire « Non, mais il est nouveau, il sort de nulle part », c'est très très désagréable. Mounir Ménani a voté par choix. Pour lui, Macron a été plébiscité à Rennes, ville étudiante, parce qu'il incarne le renouveau. Parce que c'est une terre de gauche devenue jeune et que la jeunesse, c'est elle qui fera l'avenir, c'est tout. Voilà, quoi. Ras-le-bol de tous les anciens, des dinosaures, voilà. Tous ici attendent maintenant le résultat des élections législatives. Même en Bretagne, le succès d'Emmanuel Macron ne pourrait être que temporaire. Alors, dans ce contexte où Emmanuel Macron a bousculé tous les repères, que vont faire les Républicains éliminés dès le premier tour? Vont-ils rejoindre le nouveau président et travailler dans une majorité de gouvernement à 5 semaines des législatives? Certains se laissent tenter. Margot Manière, Francis Mazoyer et Philippe Dumail. Tout juste élu président, Emmanuel Macron suscite déjà des convoitises dans les rangs des Républicains. Et ce matin, Bruno Le Maire se redit prêt à franchir le pas. Oui, je l'ai déjà dit, je pourrais travailler dans une majorité de gouvernement. Ça dépend des gestes que fera Emmanuel Macron en direction de tout cet électorat auquel j'appartiens. Christian Estrosi, qui s'est déjà rapproché d'Emmanuel Macron pendant la campagne, semble lui aussi tenté par une majorité de gouvernement. Moi, je veux qu'il y ait des députés de droite et du centre qui puissent peser sur les réformes à venir de manière constructive, qu'ils soient dans le gouvernement. Et pourquoi pas, à partir du moment où il y a des accords sur un certain nombre de réformes. Certains proches d'Alain Juppé figurent même dans la liste des premiers ministrables, comme Édouard Philippe. Pas de quoi choquer le maire de Bordeaux ce matin. Chacun est libre de son choix. Je crois que ça doit se faire sur un projet et pas sur telle ou telle stratégie personnelle. Mais enfin, chacun est libre. Mais hier, sur les plateaux, la plupart des ténors de la droite ont condamné immédiatement et fermement ceux qui sont tentés par Emmanuel Macron. Deuxième question. Je suis un peu surprise, en fait, de voir qu'il y ait des personnalités qui, sans qu'il y ait eu une évolution de projet, sans au soir du premier tour, du deuxième tour, là, au soir, bascule comme ça. Tout autre candidat, s'il rentre au gouvernement et s'il veut être candidat aux législatives, il le sera sous l'étiquette En Marche et il aura un candidat contre lui, majorité pour la France, LR, UDI, lui et tous les autres. Et il n'y en aura pas beaucoup plus. François Baroin, chef de file des législatives, aura donc la lourde tâche de mettre de l'ordre et de rassembler sa famille dès demain, avec un bureau politique qui s'annonce animé. Nathalie Saint-Cric, est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à accueillir dans ses rangs des républicains, des juppéistes, des centristes? Quelles sont ses marges de manœuvre? Écoutez, Marie-Sophie, si Emmanuel Macron veut aller jusqu'au bout de son mouvement de décomposition, recomposition de la vie politique, il doit choisir un Premier ministre lundi prochain et constituer un gouvernement ouvert à la droite et au centre, car nommer un Premier ministre directement sorti des rangs d'En Marche pour faire la campagne des législatives risquerait de l'empêcher d'avoir une véritable majorité pour réformer le pays. Alors, la voie qui semble choisie, ça n'a pas l'air d'être celle des débauchages individuels de personnalités comme Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Xavier Bertrand ou d'autres, mais plus de discussions avec les juppéistes, les centristes, voire avec Alain Juppé lui-même sur des vrais engagements programmatiques. Bref, en clair, c'est le contraire de la cuisine électorale, mais plus la constitution d'une coalition claire et nette qu'Emmanuel Macron appelle une majorité de changement. Et j'ai bien entendu, vous nous avez parlé de rapport direct entre Emmanuel Macron et Alain Juppé. À gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon qui passe à l'offensive. Il appelle les électeurs de la France insoumise à se fédérer pour les prochaines législatives. Il espère qu'une majorité parlementaire ne sera pas offerte à Emmanuel Macron. On l'écoute. Le programme du nouveau monarque présidentiel est connu. C'est la guerre contre les acquis sociaux du pays et l'irresponsabilité écologique. Nous n'y sommes pas condamnés. Les élections législatives doivent montrer qu'après un vote de refus et de peur, le moment est venu d'un choix positif, le choix de l'avenir en commun. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Vous êtes député des Alpes de Haute-Provence, porte-parole d'Emmanuel Macron. On a entendu tout à l'heure Bruno Le Maire, Christian Estrosi, Alain Juppé aussi. Est-ce qu'Emmanuel Macron a intérêt à accepter ces mains tendues à droite ? La volonté d'Emmanuel Macron, notre volonté, c'est de rassembler des femmes et des hommes qui viennent d'horizons différents, mais qui sont des progressistes, qui sont des pro-européens, des gens qui ont envie de faire bouger les lignes parce que notre pays en a besoin.
Il est plus temps de se poser une seule question quand il y a une proposition, c'est de savoir quelle est l'étiquette de celui qui la porte. Notre ambition, c'est de faire en sorte que la question qu'on se pose, c'est de savoir si la proposition qui est faite est bonne ou pas pour ce pays. Et vous nous confirmez des échanges directs en ce moment entre Emmanuel Macron et Alain Juppé ? Il y a des échanges constants. J'étais la semaine dernière à Bordeaux. Alain Juppé m'a téléphoné avant le meeting que je tenais parce que c'est un républicain, c'est aussi un progressiste. Et donc, moi, je considère que les gens qui ont suivi, les politiques qui ont suivi Alain Juppé lui-même a toute sa place dans ce pôle progressiste qui est nécessaire pour la France. Bon, vous vous doutez bien qu'on va avoir du mal à attendre lundi prochain pour avoir le nom du Premier ministre. Qui serait un bon Premier ministre à droite? On parle beaucoup d'Édouard Philippe, le maire du Havre. Mais je comprends ce petit jeu d'impatience. C'est pas un jeu, c'est qu'on attend tous. Mais vous savez, Emmanuel Macron, il a comme particularité d'être maître du temps et qu'il faut respecter aussi le temps institutionnel. Il sera président de la République installé dimanche prochain. Et donc, il ne désignera pas son Premier ministre avant. Il attendra d'être installé dans cette fonction. Il désignera le Premier ministre et très vite avec lui, ils composeront le gouvernement. Et personne n'en dira plus avant. Vous répétez depuis plusieurs jours qu'En Marche aura 577 candidats aux prochaines élections législatives, un dans chaque circonscription. Pour le moment, on n'a que 14 noms. Vous n'avez aucune crainte? Vous pensez vraiment avoir des candidats crédibles partout? Vous savez, nous avons 14 000 candidats qui ont envie de s'engager. Alors c'est vrai qu'on est là encore sorti du vieux système, celui où il fallait être attaché parlementaire, puis maire, puis conseiller départemental, et puis aller vers le Graal suprême, devenir un jour candidat à la députation et député. En fait, on a fait le choix aussi du renouvellement avec Emmanuel Macron. Et le renouvellement implique d'avoir des femmes et des hommes qui ont un parcours politique. Je fais partie de cela. Vous avez présenté quelques personnalités tout à l'heure qui en font partie, issues d'horizons politiques différents. Mais nous voulons aussi faire confiance à la société civile, à des femmes et des hommes qui, parce qu'ils ont une expérience de chef d'entreprise, de syndicalistes, d'artisans, de bouchers, sont aussi légitimes pour s'intéresser à la chose publique que moi. Et quand vous entendez que 61% des Français ne souhaitent pas que le nouveau président dispose d'une majorité absolue à l'Assemblée, vous ne vous demandez pas ce qui fait peur chez vous? Je crois qu'au fond, nos concitoyens ont envie de changement, mais ils ont toujours peur du changement. Donc hier, le discours d'Emmanuel Macron a été un discours de gravité parce qu'il a conscience des enjeux, des réformes nécessaires. Mais en même temps, il sait que les Français sont inquiets. Nous devons les rassurer. La composition du gouvernement sera un élément qui devra rassurer. Et nous devons dire aux Français une chose simple. S'ils veulent de l'instabilité, s'ils veulent de l'immobilisme, il faut la cohabitation, ou il faut la guerre civile. Je reprends les mots, j'entendais Jean-Luc Mélenchon qui évoquait le monarque, la guerre, avec des mots extrêmement violents. Ou alors ils font le choix d'une majorité cohérente qui sera engagée sur la ligne politique sur laquelle, hier, à 20h, Emmanuel Macron a passé un contrat avec les Français. Eh bien, nous verrons cela dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci Christophe Castaner d'être venu sur le plateau du 13h. Toutefois, dans cette élection, ce que l'on notera, c'est que le vote Macron n'a pas fait l'unanimité partout, dans plusieurs communes. C'est le Front National qui est arrivé en tête. Voyons pourquoi certains ont choisi de plébisciter massivement la candidate frontiste. Reportage à Arnes, dans le Pas-de-Calais, où elle est arrivée en tête avec plus de 61% des suffrages. Marianne Mas, Patrick Verstorn. 12 400 habitants en plein cœur du bassin minier a placé le Front National largement en tête. Dans l'unique café de la ville ouvert ce matin, des électeurs qui expliquent leur vote et d'autres qui cherchent à comprendre. Ah, c'est bien, il ne faut pas s'étonner, dans le bassin minier, tout le monde vote. Les gens n'ont pas de boulot derrière. Donc maintenant, on demande d'avoir du boulot. Je ne voulais pas voter, parce que je ne crois plus. Mais j'ai voté. Et vous avez voté pour qui, on peut savoir? Pour qui? Non. Pas pour Macron. Voilà. J'y crois pas. J'ai voté Macron, moi. Elle me fait peur. Le Front National, ça me fait un peu peur. C'est pour ça. J'espère qu'il fera quelque chose pour les ouvriers. Ce matin, c'est plus les résultats du tiercé qui vous intéressent. Exactement, oui. Quand même le fait que... Ils augmentent nos retraites. Lui, on désire pas de sous, mais à la retraite, on verra. Bon. Alors, vous avez voté quoi? Je ne dirai pas, mais je n'ai pas voté pour lui. De toute façon, s'il ne fait rien pendant 5 ans, dans 5 ans, c'est sûr qu'elle passera. À l'heure des cérémonies de commémoration du 8 mai, beaucoup d'interrogations aussi dans le cortège. On est consterné par ce qui se passe à Arnes et puis notamment dans le bassin minier, parce qu'il n'y a pas que Arnes, il y a beaucoup de communes où on a des 60, 65, 70%, des communes qui sont des communes ouvrières. Arnes, c'est l'une des villes de plus de 10 000 habitants du Pas-de-Calais qui a donné son plus gros score au Front National. Et dans cette élection, nous retiendrons aussi le nombre record de votes blancs ou nuls. 4,2 millions, c'est du jamais vu. L'abstention,
aussi est record, plus de 25%. On a moins voté au second tour qu'au premier, et ça c'est inhabituel, ce n'était plus arrivé depuis 50 ans. Illustration à Forbach, où l'abstention a atteint 38%. Angélique Etienne et Julie Roth. À Forbach, les stigmates du passé minier sont encore bien visibles. Dans cette ville de 21 000 habitants, 38% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. Comme Gilbert Huvert, cet ancien ouvrier des mines s'est abstenu après avoir voté François Fillon au premier tour. L'abstention, elle n'est pas prise en compte, alors qu'on devrait avoir quelque part notre mot à dire, mais c'est un ras-le-bol, quoi, c'est ça. Hein. Ici, les commerces se ferment les uns après les autres. Un constat qui n'a pas poussé cet habitant à aller voter. Ça fait 40 ans que je ne peux plus voter. Pourquoi ? Ça fait parce que tous sont pareils, tous les présidents sont pareils. Tous. Ils promettent rien. Je suis obligé de travailler en Allemagne pour... En France, il n'y a rien, en France. Devant la gare ce matin, la discussion revenait inévitablement sur les deux ex-candidats. Personne ne savait quoi voter. Non, c'est vrai. Parce qu'ils n'étaient ni pour l'un ni pour l'autre. C'était compliqué cette année. Ouais. J'ai voté blanc parce qu'aucun candidat me convenait. Et puis, je pense que... Voilà, je ne suis pas satisfaite du tout des deux programmes. Cette retraitée, elle, est encore écœurée par l'issue du référendum de 2005. De toute façon, vous savez, on vote. Mais ils feront quand même ce qu'ils veulent. On est contre. Ils le feront quand même. Ils le feront quand même. On était contre l'Union européenne. On avait voté. Le non, il était sorti, mais ils l'ont quand même fait. Beaucoup hésitent également à voter aux prochaines législatives. Un scrutin où plus de 50% des inscrits s'étaient également abstenus il y a 5 ans. Et pour tirer les enseignements de ce second tour, Brice Teinturier, directeur d'Ipsos, nous a rejoint. Brice, on a beaucoup dit qu'Emmanuel Macron avait fait exploser le paysage politique français tel qu'on le connaissait jusque-là. Si on analyse le vote d'hier comme vous l'avez fait, alors que doit-on retenir ? Bien d'abord, c'est une belle victoire parce qu'Emmanuel Macron est majoritaire dans pratiquement toutes les catégories de la population. Sociologiquement parlant, il n'y a que chez les ouvriers ou les minoritaires. Sinon, il l'emporte partout, dans toutes les classes d'âge. Également dans les milieux, et c'est peut-être plus surprenant pour certains, mais les moins aisés. Donc, il n'est pas le représentant d'une France aisée qui serait diamétralement opposée à une France qui, elle, serait la France des plus malaisés, même si évidemment ce clivage existe aussi. Mais c'est moins caricatural que cela. C'est une belle victoire également parce qu'il obtient 43% environ des inscrits. C'est mieux que Georges Pompidou, par exemple, qui avait obtenu 37% des inscrits. C'est même mieux que François Hollande en 2012. Donc incontestablement, et même s'il y a des fragilités, on va y venir, les plus de 20 millions de Français qui ont voté pour Emmanuel Macron lui ont donné une forme de force et qui se retrouve dans les cartes électorales ou dans les catégories sociologiques. Alors justement, les fragilités ? Alors il y a des fragilités. Une fois qu'on a dit ça, Emmanuel Macron a aussi été élu avec une abstention et des votes blancs, vous l'avez dit, qui sont en nombre absolument historique. C'est 32%, 33% des Français qui ont refusé ce choix. Il a également été élu avec des voix de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon qui, pour autant, n'ont pas disparu. Et on l'a vu à la fois dans les urnes au premier tour, mais également dans les débats d'hier soir. La gauche et la droite sont toujours là. Et la crête va être difficile pour élargir la base électorale d'Emmanuel Macron dans la perspective, cette fois-ci, des législatives. Rapidement, Brice, si on se projette sur les prochaines législatives qui vont arriver très vite, dans 5 semaines, quelle information majeure pour le moment ? C'est tout l'enjeu parce qu'on voit bien que les Français sont partagés. Les électorats de premier tour de François Fillon, de Nicolas Dupont-Aignan, de Jean-Luc Mélenchon ne veulent absolument pas donner une majorité absolue à Emmanuel Macron. En revanche, ce qui peut inverser ces éléments, puisque vous avez rappelé qu'on avait 61% des Français qui ne souhaitaient pas, donc une majorité absolue, ce qui peut inverser maintenant ces éléments, ça sera le choix du Premier ministre, ça sera la clarification sur la ligne politique, et c'est là où les choses vont se jouer, où on verra si les Français, finalement, acceptent pour une majorité d'entre eux de donner des pouvoirs à Emmanuel Macron qui lui permettraient de gouverner comme l'ont fait tous les présidents de la Ve République. Merci Brice Teinturier. Avec nous également sur ce plateau du 13h, le vice-président du Front National, Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. On est donc au lendemain du second tour, à J+1. Arrivez-vous à parler de défaite du Front National dans cette élection ? Nous avons perdu, incontestablement. Marine Le Pen n'est pas présidente de la République, je le regrette. Maintenant, est-ce que concentrer près de 11 millions de voix sur son nom au second tour, ce qui est un résultat absolument historique pour nous, c'est une défaite ? Non. Non, parce que, vous voyez, moi je pense que les patriotes, à l'occasion de cette élection, se sont organisés, ils se sont renforcés,
ils ont monté en audience, en puissance, et surtout, ils ont brisé ce qui était impossible à faire avant, c'est-à-dire le tabou de l'alliance. Nous avons fait alliance avec Debout la France, et cette alliance a vocation à perdurer. Et ça, je pense que c'est un tabou qui est tombé. Quand vous regardez en arrière, donc, aucun regret sur la campagne telle qu'elle a été menée? On peut toujours avoir des regrets, on peut toujours avoir des critiques. Enfin, je veux dire, ça c'est à chacun de toujours faire mieux la prochaine fois. Mais en même temps, il faut remarquer que nous avions tout un système coalisé face à nous. Des puissances d'argent, des puissances médiatiques, des puissances même du showbiz, qui sont souvent un peu liées. Et c'est vrai que dans ce contexte, contre vents et marées, malgré tout, les patriotes ont mené Marine Le Pen à un score absolument historique. Alors ce qui compte maintenant, c'est demain. Oui, justement. Et cette transformation profonde du parti annoncée par Marine Le Pen, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il faut renouveler? Il faut changer de nom, d'idéologie? D'idéologie, non. Nous sommes patriotes. Donc, nous voulons une France libre, indépendante. Nous voulons une France souveraine, une France prospère, une France sûre, une France qui se défende, qui défende ses valeurs, sa voix dans le monde. Ça fait notre spécificité. Alors pourquoi changer? Mais parce que je crois que du fait de ce score, 11 millions de voix, du fait de cette alliance qui est totalement inédite, il est temps de passer à l'étape d'après, d'être encore plus rassembleur. Et donc, dans les semaines et les mois qui viennent, ce chantier justement d'une nouvelle force politique, comme l'a dit Marine Le Pen hier, plus rassembleuse encore, va se poser, ce qui nous permettra notamment d'être extrêmement performants aux élections législatives, où nous sommes, et je le fais remarquer aux Français, la seule opposition crédible, structurée, contrairement aux Républicains qui sont déjà pour la moitié des leurs dans leur tête avec M. Macron, c'est pas très clair. Et puis le reste, c'est compromis dès la 3e minute après l'annonce du score du premier tour, en leur alliant sans aucune condition, ce qui prouve qu'ils sont incapables d'être une opposition déterminée. Et que face à la casse sociale qui s'annonce, parce que moi, le quinquennat Macron, s'il dure vraiment un quinquennat, m'inquiète énormément. C'est vraiment donner les clés de la France à la finance, à l'Union européenne, à des intérêts privés. Face à cette casse sociale qui s'annonce, face même à cet épuisement de l'âme de la France, parce que moi, je crois que M. Macron ne comprend pas l'âme de la France, on a besoin d'une opposition extrêmement forte, déterminée et convaincue. Merci Florian Philippot. On va prendre maintenant la direction d'Amiens, cette ville où les salariés de Whirlpool se sont retrouvés, bien malgré eux, au cœur de la campagne. Amiens, c'est aussi la ville où est né Emmanuel Macron. Ambiance ce matin devant l'usine et dans les rues avec Camille Gutin et Élodie Delevoye. Démonter le piquet de grève avant de reprendre le travail demain. Au lendemain du second tour, la plupart des salariés de l'usine Whirlpool sont désabusés. Ils n'attendent plus rien de la politique. L'élection d'Emmanuel Macron ne changera rien selon eux. Là, monsieur Macron, on n'attendait rien? Rien du tout. Ok, c'est notre boulot on l'a perdu. J'ai été le voir, mon monsieur Macron, il n'a pas été spécialement grandiose en disant qu'il allait faire quelque chose. En attendant, demain on reprend le boulot, puis c'est tout quoi. Puis dans un an, on sera foutu à la porte quand même. Non, il va plus avoir le temps de s'occuper de nous, il va faire son gouvernement. Donc je pense pas qu'il... On verra. D'autres espèrent encore un signe du nouveau président de la République. On attend qu'il vienne nous solliciter pour voir un petit peu quelle est sa feuille de route et quelle est sa position. Ou est-ce qu'il va tout simplement nous oublier et puis pas faire trop de bruit et puis on va s'éteindre comme un feu. Dans la ville natale d'Emmanuel Macron, les habitants, eux, se disent confiants. L'élection d'un Amiénois, un coup de pouce pour la région. Peut-être qu'il s'intéressera plus au dossier, que ça sera plus sensible pour lui, vu que justement il sera attendu comme il est originaire d'Amiens. Donc il faudra évidemment qu'il s'occupe de ce dossier-là. Ça peut peut-être donner un petit élan pour la ville. Un petit élan d'espoir. Enfin, pas d'espoir, mais ça va forcément créer un petit peu de dynamisme. Ici, à Amiens, Emmanuel Macron est arrivé en tête bien au-dessus de la moyenne nationale, avec 72,6% des voix. Et ce que l'on retiendra aussi, c'est que cet après-midi, un rassemblement contre Emmanuel Macron est prévu, un rassemblement contre la régression sociale. Anthony Joly, vous êtes place de la République à Paris, où les manifestants vont se réunir. À peine élu, Emmanuel Macron est donc contesté dans la rue. Absolument, le rassemblement va débuter dans quelques minutes et vous le disiez, le mot d'ordre pour les syndicats, c'est de lutter contre la régression sociale. Dans le viseur des syndicats, la réforme du Code du travail voulue par Emmanuel Macron, pour eux, ce n'est que le prolongement de la loi travail qu'ils ont longtemps combattue. Ils critiquent notamment la volonté du nouveau président de faire primer les accords d'entreprise sur les accords de branche, une manière, selon eux, de les écarter. À l'initiative de cette manifestation, non pas les centrales nationales, mais un collectif
collectif, le collectif Front Social, qui regroupe environ 70 organisations. Et selon elle, ces manifestations pourraient se reproduire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si Emmanuel Macron légifère par ordonnance, ce qu'il a prévu de faire. Merci Anthony Joly. Et au-delà de cet appel auquel participent plusieurs organisations syndicales, eh bien voyons comment se positionnent les acteurs du monde économique. Réaction dans 2 organisations, FO et le MEDEF. Réaction également dans les salles de marché ce matin. Julien Duponchel, Lise Itreux et Daniel Lévy. Son syndicat n'avait donné aucune consigne de vote et dès aujourd'hui le numéro 1 de Force ouvrière met en garde le nouveau président. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Quand je dis ce qu'il a dans le ventre, est-ce qu'il reste strict, figé sur ses positions qui sont quand même minoritaires dans la population, ou est-ce qu'il accepte de discuter, de ne pas précipiter, qu'il ne confonde pas vitesse et précipitation sur le travail? Il n'est pas obligé de faire des ordonnances. Pour le président du MEDEF, Emmanuel Macron suscite l'enthousiasme. Il est pro-business, il est pro-Europe, pro-entreprise. Tout ça, je crois que c'est de nature, en effet, à faire en sorte que la France se redéveloppe, retrouve de la croissance, retrouve confiance en elle et recrée de l'emploi. Dans les salles de marché parisiennes ce matin, pas d'euphorie. La victoire d'Emmanuel Macron avait été anticipée dès le lendemain du premier tour. CAC 40 a gagné un peu plus de 7% en l'espace de 15 jours, ce qui est très significatif. Mais aujourd'hui, bien évidemment, finalement, il n'y a aucune réaction de surprise d'investisseurs. C'était déjà acté, très largement acté dans les cours. Une victoire saluée également par les marchés étrangers. Pas d'enthousiasme excessif, mais la plupart des bourses asiatiques clôturent en hausse. Oui, notre scrutin, vous le savez, était très observé, très attendu dans le monde entier. Dès hier soir, les réactions ont afflué. Très vite, Angela Merkel a appelé Emmanuel Macron, un coup de fil chaleureux. Amaury Guibert, vous êtes en direct de Berlin et vous pouvez nous annoncer que la première visite à l'étranger du nouveau président se fera chez vous. Oui, le premier responsable étranger qu'Emmanuel Macron va rencontrer, ce sera Angela Merkel, une rencontre qui devrait avoir lieu peu de temps après son investiture. Et il sera très intéressant, Marie-Sophie, de voir l'attitude d'Angela Merkel face au nouveau président français. Car derrière les félicitations d'usage, derrière le soulagement manifeste que l'on peut lire dans absolument tous les quotidiens allemands ce matin, il y a un débat ici en Allemagne sur ce que doit faire l'Allemagne après cette élection avec la France. Certains plaident pour que Berlin lâche enfin du lest et soutienne plus la croissance en Europe et donc en France. Alors est-ce que Angela Merkel est prête à évoluer? Pas pour le moment, si l'on en croit cette déclaration faite il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter la chancelière allemande. Quand je regarde la situation en Allemagne, je ne suis pas d'avis qu'on doive changer notre politique. Mais on veut aider la France pour que le chômage baisse, pour créer des emplois pour les jeunes. Quant aux moyens et les chemins par lesquels on y arrivera, on va en discuter. Voilà, le soulagement donc en Allemagne et aussi à Bruxelles où nous attend Valérie Lerouge. Valérie, cette victoire d'Emmanuel Macron envoie un signal rassurant à toute l'Europe. Oui, les dirigeants européens sont non seulement rassurés, mais ils semblent un peu galvanisés ce midi par cette victoire et le score d'Emmanuel Macron, car beaucoup l'interprètent un peu comme un plébiscite pour l'Union européenne. Effectivement, Emmanuel Macron était le candidat pro-européen revendiqué jusqu'à faire jouer l'hymne à la joie, l'hymne européen hier soir en arrivant au Louvre. Alors Jean-Claude Juncker s'est précipité hier soir pour lui envoyer une lettre de félicitations et plusieurs chefs d'État lui ont emboîté le pas, pensant qu'il y a derrière cette élection un espoir de redynamiser, de relancer un peu l'Union européenne. Alors Emmanuel Macron propose notamment une Europe plus juste avec des réformes, c'était son leitmotiv, un parlement de la zone euro, ce n'est pas rien, on sait que la machine est lourde, mais il aura pour lui d'être le candidat qui a fait barrage à Marine Le Pen et aux europhobes. Ce sera un atout pour lui donner une crédibilité et un poids dans les négociations. Merci Valérie Lerouge en direct de Bruxelles. J'ajoute que la première ministre britannique Theresa May a aussi échangé hier soir avec Emmanuel Macron. Ils ont parlé du Brexit. Le président chinois Xi Jinping, de son côté, a adressé un message de félicitations au nouveau président. La Chine, dit-il, se tient prête à travailler avec la France afin de faire progresser le partenariat stratégique franco-chinois à un niveau supérieur. Fin de citation. Donald Trump, lui aussi, a réagi. Jacques Cardos, vous êtes en direct de Washington. Le président des États-Unis a félicité Emmanuel Macron pour sa large victoire.
Oui, félicitations pour cette très large victoire et j'ai hâte de travailler avec vous. Tels sont les mots de Donald Trump. Franchement, on ne s'attendait pas à un tel message, même s'il est quand même moins chaleureux que celui de Barack Obama à François Hollande il y a 5 ans. Alors Emmanuel Macron et Donald Trump devraient se parler au téléphone dans les prochains jours, les prochaines semaines. Assez rapidement, c'est l'usage et en tous les cas, avant le sommet de l'OTAN qui interviendra le 28 mai prochain. Ce sera le premier déplacement à l'étranger de Donald Trump. Leur première rencontre physique est l'un des thèmes favoris pour les Américains. Ce sur quoi ils attendent la France d'Emmanuel Macron, c'est bien sûr la lutte contre le terrorisme dans le cadre précisément de l'OTAN. Merci Jacques Cardoz en direct de Washington. Enfin, sachez que le dernier à avoir réagi, c'est le président russe, Vladimir Poutine. Dominique Derda, vous êtes en direct de Moscou et là, c'est une tonalité un peu différente. Oui, absolument. Le langage est très diplomatique. Les mots pesés avec soin. Vladimir Poutine invite Emmanuel Macron à surmonter, dit-il, la méfiance mutuelle et à travailler ensemble. Alors ce n'est pas très chaleureux, mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose. De tous les candidats à la présidentielle, Emmanuel Macron est de loin celui qui était le moins compatible avec le Kremlin. Il est pour une Europe plus unie, plus forte, plus efficace, alors que Vladimir Poutine, lui, soutient les mouvements nationalistes et anti-européens comme le Front National. La Russie n'a donc pas misé sur le bon cheval, si l'on peut dire, mais dans les relations internationales, il n'est pas nécessaire forcément de se tutoyer ou de se taper dans le dos pour essayer de s'entendre, surtout quand les dossiers sur la table sont aussi graves, aussi préoccupants que le terrorisme qui touche nos deux pays. Merci Dominique Derda. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale consacrée aux résultats du second tour de l'élection présidentielle. Tout de suite, la météo d'Anaïs Baïdemir. À 20h, évidemment, David Pujadas reviendra largement, lui aussi, sur les enseignements de ce scrutin. Nous, on va se quitter sur les images marquantes de cette matinée de commémoration du 8 mai. C'était les tout premiers pas du tout nouveau président élu Emmanuel Macron aux côtés de François Hollande. Très bon après-midi et à demain. Tout de suite, survivre est un combat. Seul.